Une larve d'huître plate, c'est très délicat, c'est très joli, c'est tout petit déjà, hein, c'est microscopique. Quand elle sort de l'huître mère, elle a une capacité de nage qui est déjà importante. C'est comme une danse. C'est vraiment très très beau à regarder. Il y a un dicton qui dit ostréiculteur, quand les châtaigniers sont en fleurs, pose tes collecteurs. Donc ça veut dire que voilà, au moment où le pic de floraison des châtaigniers est là, c'est le moment où les larves sont en abondance dans l'eau. Si on me demande de choisir entre une huître creuse ou une huître plate, je choisis une huître plate. Je trouve que c'est complètement un goût qui est complètement différent. C'est plus atypique, ouais, puis c'est notre huître, quoi. C'est vraiment l'espèce naturelle qui est née sur nos côtes. C'est une fierté de pouvoir la produire de A à Z. On va comparer un peu les goûts déjà et les couleurs, parce que là, ici, on a les plates de Penthièvre. Et ici, on a les plates de la baie des Carrés à côté du Bon à Maudit. C'est une huître de qualité, c'est quand même pour moi le summum des huîtres. C'est une huître noble, qui a du caractère et je ne pouvais pas la laisser tomber. C'est une espèce du vivant pour laquelle j'ai décidé de me battre. Si on ne la préserve pas, si on n'entame pas des mesures de restauration, c'est une espèce qui est menacée de disparaître. Je m'appelle Hélène Cochet, je travaille sur l'huître plate depuis bientôt 20 ans. Je suis biologiste en culture marine. J'ai installé mon labo au bord de la Ria d'Etel. Et c'est vrai que c'est une chance dont j'en suis consciente tous les jours, de cette chance que j'ai de travailler au bord de la Ria. Depuis toute petite, je suis intéressée par le vivant. J'adore observer la nature, j'adore la comprendre les interactions entre les différentes espèces. Toutes les espèces sont belles à étudier, que ce soit des espèces végétales, des espèces marines. Donc voilà, j'ai rencontré l'huître plate, c'était une belle rencontre. Quand on se met à l'observer, quand on étudie sa biologie, quand on apprend à la connaître, on peut que être admiratif envers cette espèce. Tous ses organes sont beaux, elle a un manteau avec des petits cils qui sont magnifiques, elle a ses branchies, elle a son cœur, elle a son muscle, elle a son appareil digestif. Et en fait, je trouve que tous ces organes, ils sont agencés de manière très harmonieuse au sein de la coquille. De travailler avec la nature, au contact de la nature plutôt, moi ça m'enrichit. On se sent une espèce parmi les autres. Et ça, j'adore ressentir ce sentiment-là. Obligée de travailler dans ce domaine-là, sinon j'aurais été malheureuse, hein, c'est sûr. La baie de Quiberon, les ostréiculteurs aiment à dire que c'est le berceau de l'huître plate. Il y avait des bancs naturels qui existent quand même toujours un petit peu. C'est la première zone d'approvisionnement en essaim d'huîtres plates de France.
ce qui en fait un site unique. Stéphane Pouvreau, il est chercheur à l'Ifremer. Il a commencé beaucoup à travailler sur l'huître creuse. Et puis il s'est pris d'affection pour l'huître plate parce qu'elle est beaucoup plus intéressante. L'huître plate, elle était connue du grand public jusque dans les années 60. C'était l'huître de nos côtes. Et suite aux épizooties, elle a quasi disparu des côtes. Et elle a été remplacée par l'huître creuse d'origine japonaise. Et elle a été petit à petit oubliée. On est quand même passé de 20 000 tonnes produites à 1000 tonnes, même 500 tonnes à une période. C'est rien, quoi. C'est rien. Bon, c'est pas terrible. Hein. Pas beaucoup d'huîtres. Tiens, Hélène, je te passe ça. Ouais. Voilà ce qu'on trouve un petit grosses, peu. hein. Donc des gros adultes. Ouais. Mais vraiment très très peu de petites, hein, quasiment pas de petites. Ah ouais. Donc voilà. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, hein, moi c'est bien. Moi, c'est 7-8 ans. Ouais, c'est ça, ouais, 7-8 ans. Vraiment que des grosses bêtes. Hein. Très peu de petites. Et puis, tu vois, là, j'ai noté un peu les densités. Hein. Donc, Mathias et moi, là, on en trouve en moyenne, ça fait 14 pour 100 mètres carrés. On a fait un transect de 100 mètres carrés. On en trouve 14 là maintenant en 2022. Alors qu'il y a 7 ans, en 2015, on en avait 1000 quasiment sur ce transect. Donc 1000 il y a 6 ans, 7 ans, 14 maintenant. Donc on voit vraiment une très forte réduction. C'est le cas sur les autres transects. Ouais. On ne se rend pas compte qu'une espèce peut être fragile si on n'y prête pas attention. Et c'est vrai qu'on la consommait, on la pêchait, on la consommait. On se dit toujours que la nature en fait fait bien les choses et que la nature se régénère. Sauf qu'il y a un moment où on atteint un seuil. Et là, effectivement, sur l'huître plate, comme sur plein d'autres espèces, le seuil a été franchi. Et si on ne fait rien pour la protéger, elle risque de vraiment s'éteindre. Le collecteur sert à capter les huîtres. Ces collecteurs-là, on les trempe dans un bain de chaux. On a maintenant, avec Hélène et tout ça, on a des mesures régulières toutes les semaines. Et à un moment donné, on décide de mettre à l'eau. Et là, on met à l'eau nos collecteurs. Et les huîtres, naturellement, viennent se fixer dessus. Je suis né avec l'ostréiculture, parce que j'ai toujours connu mes parents travailler dans l'ostréiculture. J'ai toujours connu ça, j'ai toujours vécu dedans, que depuis que mes parents, en fait, parce que c'est que je suis de la deuxième génération d'ostréiculteurs Tanguy. Ça n'a jamais été une obligation de nos parents, on avait le choix de faire ce qu'on voulait dans notre vie. C'est devenu une passion. Pour moi, ma plus grande réussite, c'est d'avoir quelqu'un qui reprenne après moi. Parce qu'il aurait pu dire, bon, moi je fais que des creux, j'arrête les plates. Et non, il a continué à faire comme je le faisais et en faisant encore mieux. Je suis toujours admirative des ostréiculteurs parce qu'un ostréiculteur, il doit être à la fois producteur-éleveur et puis il doit être aussi gestionnaire d'une entreprise. C'est une activité, comme on dit,
enfin, passion, quoi. Et puis il doit être aussi bon observateur du milieu. C'est des gens qui se laissent jamais abattre, qui pensent toujours au futur, à comment rebondir. Ça, c'est vraiment incroyable. Pour le suivi de la reproduction de l'huître plate, je vais en mer pour faire des prélèvements 2 fois par semaine. Pour faire ces prélèvements de plancton, de larves et de géniteurs, je pars avec Gilles, qui est garde juré au comité régional de la conchyliculture de Bretagne Sud. Et on part de la Trinité-sur-Mer pour remonter la rivière de la Trinité, la rivière de Crac, pour ensuite aller sur plusieurs sites de la baie de Quiberon, de l'est de la baie de Quiberon à l'ouest de la baie de Quiberon. Ce qui m'a immédiatement séduit chez l'huître plate, c'est son côté maternel. En fait, l'huître plate, elle a une fécondation interne, alors que l'huître creuse, la fécondation va se faire dans l'eau. Et donc voilà, c'est ce côté, ce côté maternel, le fait qu'un simple coquillage couvre des larves. J'ai trouvé ça extraordinaire. Tadam! Alors ça, c'est une jeune ardoisée avec des jeunes larves. J'adore observer les larves d'huître plate. Chaque année, je suis contente de les revoir, quoi. Et je suis contente de voir les premières en me disant « Ah, chouette, elles sont là ». Et puis après, je suis contente de voir quand il y a des grosses concentrations. Parce que qui dit grosse concentration, ça veut dire que les géniteurs ont bien pondu. Et ça me fait plaisir parce que je sais que les ostréiculteurs derrière vont être contents. 106. C'est beau, ça. Ouais. Salut Ludo, ça va? Ouais. Bon. Ça y est, vous êtes en train de poser alors? Ouais, on part là, on part du chantier là. D'accord. Tout le monde est en train de poser là. Ouais, tout le monde est en train de poser. Je pense que beaucoup vont finir cette semaine. Ouais. Les châtaigniers sont en fleurs, tout le monde pose quoi. Ouais, voilà, les châtaigniers sont en fleurs. Puis tu vois les larves que j'ai vues lundi, donc c'est vrai qu'il y en avait beaucoup à Beaucaire, parce qu'il y avait beaucoup de larves. Les relevés des laines sont très importants pour tout le monde. Tous ceux qui font du captage de plate regardent les relevés des laines. On ne peut pas faire sans. C'est pas sûr que sans elles, on aurait fait autant. Tu me dis, hein, Michael? Lucas? Si le collecteur est mis un peu trop tôt, eh ben, il va salir. C'est une larve au départ, l'huître. Et elle cherche un support. Elle est dans l'eau, elle se promène, n'importe quel support, mais il faut qu'il soit propre. Je refais une deuxième filière là ou quoi? Avance, hein, avance! Quand j'ai commencé, je produisais que des plates. On a eu 2 épizooties. Plus de 50% des ostréiculteurs ont disparu dans les années 70. Beaucoup ont arrêté après la mortalité de la plate, quoi. J'ai jamais voulu lâcher. J'ai toujours cru en la plate. Et pour moi, on pouvait pas la perdre.
Au départ, on faisait ça sur des tuiles. Les tuiles qu'on mettait à l'eau, qu'on mettait sur l'estran, c'était du travail, du gros travail, parce que c'était beaucoup de poids. Je suis un des derniers qui se rappelle de ça, parce qu'on n'est plus nombreux. Hein. L'élevage que j'ai fait en début de carrière n'est plus le même que je fais actuellement. Du tout. Et l'élevage est complètement basculé en eau profonde à cause des dipites aussi. J'avais la Creuse, je m'en sortais bien, donc j'avais la possibilité de pouvoir réinvestir un peu dans la plate, et j'ai continué à le faire. C'est vrai que j'aime bien voir la relève des 4 parce que chaque année est différente, si le captage a été bon ou pas. Maximum d'étoiles. Mais tu vois, bon, c'est pas... Oh, c'est pas vilain quand même. Non, 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 c'est pas vilain. Non, non, c'est pas vilain. Non, non, c'est pas vilain. Vous avez calculé à peu près au pot combien vous aviez de naissins par coupelle à peu près? Non? Non, non. 17, 18, Là, t'en as une petite encore, 19 là. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, cette ciel est morte. 25. Ouais, bah 25. Bah, allez, 26. 26 Ouais. avec la petite là. 26. C'est aussi la seule fois où je vais voir les naissins avant qu'ils soient semés et ensuite je vais pas revoir les huîtres avant qu'elles soient récoltées. Donc c'est vrai que c'est sympa de voir ces toutes petites huîtres là à ce moment-là de leur cycle de vie et de me dire que je vais les revoir que 3 ans après. C'est levé hier, ça passe à la machine Ouais. demain et peut-être même aujourd'hui. Et puis c'est à l'eau après-demain. Hein. Quand on sème des huîtres en baie de Quiberon, t'es quand même sur un milieu ouvert, tu mets tes huîtres en liberté, quoi. Tu prends plus de risques que quelqu'un qui travaille en poche. Mais la plate aime elle aussi être en liberté. La plate, travailler de la plate en poche, on a essayé, on n'a jamais réussi. On est toujours inquiet de la prédation. C'est des métiers hyper passionnants, mais des métiers à risque parce qu'on travaille du vivant, quoi. En baie de Quiberon, il y a le banc du milieu, qui est un banc historiquement d'huîtres plates, qui est concédé à la profession pour maintenir un stock de géniteurs. Donc c'est un banc qui n'est pas pêché par la profession. En 2015, Ludovic Tanguy a proposé que chacun des professionnels mette 1% de sa récolte en essaim de l'année sur ce banc. Donc régulièrement, on va sur ces semis de naissins pour évaluer notamment leur survie. C'est vraiment une action collective qui mérite d'être maintenue. Si on la fait bien jusqu'au bout, c'est bien. Bah, c'est pas réjouissant, hein. Ah la vache. Elles sont belles, mais elles sont rares. Sur ces carrés-là, donc on trouve encore quelques-unes, mais Ouais. les années antérieures, Il n'y a plus rien. Les semis que vous avez semés, que vous avez fait les années précédentes, début, les ouais, non, il y a captages, plus rien. vous avez commencé en 2015, Ouais, c'est ça. 2016, 2017. il n'y a plus rien. Là, tu trouves plus rien, Il n'y a plus rien. Non, tout est soit mort, soit mangé, quoi. soit à manger. Ouais.
Les dorades, en fait, elles arrivent sur les semis, elles arrivent par bancs sur les semis et puis elles croquent les huîtres. Elles sont capables de dévaster plusieurs tonnes d'huîtres comme ça en quelques jours. Ouais. Les professionnels, comme toujours, ils se sont adaptés et ils ont mis en place des filets anti-dorade royale. Donc c'est pas des filets pêchants, c'est des filets qui bloquent l'arrivée des dorades sur leurs semis. Là, c'est le 2020. Ouais. Et tu vois, elles sont plus grosses que le 2018 n'a jamais été aussi joli que ça. C'est toujours. Là, et là, t'as déjà des beaux brownies. Ouais. Donc pour les géniteurs de l'année prochaine, la prochaine campagne, c'est ici. C'est tombé là quand même. Ah, c'est chouette ça de voir ça. Donc, Même l'intérieur, c'est joli. ouais, si c'est joli. Tu sais, cette année, ils ont mis des filets autour de 2020 aussi. Autour de celui-là. Oui. Voilà. De voir qu'effectivement, en protégeant, on arrive à maintenir les semis, c'est vraiment important. Ouais. Ouais. Donc ça a quand même été bénéfique. Ça porte ses fruits, quoi. Ouais. J'aime bien avoir une bonne récolte parce que ça veut dire que l'espèce se maintient et puis ça veut dire que ils ont fait un beau captage. Donc s'ils ont fait un beau captage, c'est parce que je leur ai donné les bonnes infos. Bon, t'es content? Sur 100 huîtres mises à l'eau, on récupère à peu près 5. Et quelquefois moins. Malgré sa fragilité, ça reste quand même une bonne guerrière. Ouais, elle est là, elle tenace, elle tient le coup. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut continuer, parce que voilà, on sent qu'elle a envie de vivre. L'huître plate est quand même méconnue. On ne sait pas comment cette huître plate est vraiment produite. C'est quand même assez singulier, cette manière de produire. J'avais aussi envie de mettre ça en lumière, en fait, et de montrer qu'effectivement, les producteurs d'huîtres plates œuvraient consciemment ou inconsciemment à la sauvegarde de cette espèce. On est là un petit peu grâce au travail d'Hélène. Cet été, elle avait une exposition qui a tourné un petit peu partout dans la circonscription. Et puis on lui dit, tiens, on fera quelque chose à Paris, tu vois. Voilà. Et ce sont tous des ostréiculteurs de Saint-Phy, de Carnac, de la Trinité. Voilà. La passion, c'est vraiment ce qui nous anime. Mais la passion, c'est vraiment ce que Hélène nous montre au quotidien. Hélène, c'est un petit peu la sage-femme de l'huître plate. Et à ce titre, c'est une passion pour elle, c'est une passion qu'elle nous transmet, qu'elle nous invite. C'est plus qu'un métier pour nous aujourd'hui, c'est vraiment une richesse, c'est un savoir-faire. Voilà, je pense que ça restera. Merci beaucoup. La sage-femme de l'huître plate, ça m'a fait marrer sur le coup. Ça m'amuse, mais quelque part, il y a un peu de ça. C'est vrai que je participe un peu à l'accouchement de cette espèce qui, en plus, est une espèce qui couve ses larves, un peu maternelle. Donc, quelque part, c'est vrai, en fait, je participe au même titre que les ostréiculteurs à la sauvegarde de cette espèce. Ouais.